Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année 2020 et bienvenue dans ces vidéos de nouvelle année où nous allons faire le top et le flop des films qui sont sortis en 2019, un petit rattrapage qui est un énorme euphémisme parce que j'ai rattrapé 60 films cette année, qui va sortir donc après les tops et les flops, et vous aurez bien sûr le bilan de l'année pour la chaîne et un petit peu pour le cinéma, et la vidéo à venir qui vous parlera donc des sorties qui sont prévues pour le cours de l'année. J'ai essayé de mettre de la lumière parce que j'ai acheté des filtres depuis quelques années et j'ai jamais trouvé de raison de l'utiliser. C'est là qu'on voit que je suis pas chef op et que j'ai pas utilisé de lumière depuis longtemps. Donc voilà, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Je suis navré pour ça. J'arrive pas à le faire tenir droit, le truc est foireux, etc. Donc voilà, ça penche un peu sur le côté, ça va être un petit peu moche. C'est là où j'ai toutes mes notes et tous mes machins sur tous les films, etc. Donc j'en ai besoin, mais je suis navré donc pour le truc. Je vous encourage très fortement à regarder les rattrapages parce que je trouve vraiment que cette année j'ai loupé beaucoup de films intéressants et je le savais moi-même. J'ai été en star toute l'année en fait cette année dans les créations de la chaîne. Je dirais dans la partie bilan. Donc du coup j'ai loupé pas mal de sorties en salle. Donc j'ai rattrapé 60 films cette année. Parce que généralement je suis autour de 50. Peut-être 55, là je suis vraiment allé à 60 parce que j'ai vraiment trouvé que j'en avais loupé énormément. Donc je vous encourage vraiment très fortement à aller regarder les rattrapages. Vous avez quand même il n'y en aura pas 60 parce qu'il y en a qui se sont retrouvés dans les tops et les flops. C'est pour ça que je fais ces rattrapages tous les ans. S'il y en a qui se posent la question, c'est pour ça que les rattrapages sortent un peu en retard par rapport aux autres, par exemple, qui font leur top en fin d'année, qui sortent en décembre, les autres youtubeurs je veux dire. Moi du coup je prends toujours au début de l'année 2-3 semaines pour rattraper une cinquantaine ou une trentaine de films que j'ai loupé l'année précédente avant de faire mes tops et mes flops, pour être sûr que j'ai rien loupé. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder les rattrapages cette année parce qu'il y en a beaucoup. Et pour faire un petit commentaire vite fait en entrant dans le vif du sujet, les classements sont très surprenants je trouve cette année, mais de toute façon toutes les années je suis un peu surpris. Toutes les années je me demande s'il faudrait pas que je retombe à top 5 plutôt que top 10 parce que je trouve que c'est toujours très laborieux de remplir les 10 cases chaque année et à chaque fois je suis putain celui-là vraiment, est-ce que celui-là en dessous et machin. Donc voilà, il y aura quelques surprises, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu... Même moi, je suis pas très content qu'ils se retrouvent ici, en fait. Et il y en a genre 2 que je m'attendais absolument pas à voir dans l'année, par exemple dans les tops. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 10. Glass, réalisé par M. Night Shyamalan. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus haut que ça dans le classement. Je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir mon Pourquoi j'ai raison et j'avais tort sur M. Night Shyamalan. C'est un réalisateur qui a une carrière très particulière et très intéressante. Et je trouve assez fascinante, ne serait-ce qu'à cause des hauts et des bas qu'il a eu, en particulier vers la deuxième moitié de sa carrière. Mais je trouve vraiment que c'est un mec qui est assez fascinant et... Ayant travaillé son style, ayant recherché son style un petit peu avant les films, je m'attendais même beaucoup à voir ce genre de résultat avec Glass. Et malgré tout... Même si je sais que la fin du film est totalement voulue, et qu'elle est raccord avec le message, et que ça colle avec son écriture, etc., c'est à cause de ça qu'il est pas plus haut dans le classement. Je m'attendais vraiment à ce que Glass soit beaucoup plus haut que ça dans le classement des films qui allaient sortir cette année. Quand j'ai vu la bande-annonce, mais j'avais des frissons, vraiment quand je regardais la bande-annonce, quoi. À chaque fois que je la regardais, c'était avec les poils qui se hérissent, la musique, le style, etc. Même l'idée, quoi, je veux dire, rien que le fait qu'un auteur, un vrai auteur indépendant ait réussi à faire une trilogie, quoi, de films sur des super-héros et traité de façon totalement inverse de ce que fait les Marvel et de ce que font tous les autres mecs. Et malgré tout ça, le film fonctionne et les gens sont motivés à voir le truc, il a réussi à surprendre avec la suite de Speed, etc. Vraiment, je m'attendais à voir un truc vraiment de ouf. I've been waiting for the world to see that we exist. Et non, malgré tout, cette fin, elle est quand même vachement... Elle te coupe la chic, quoi. Elle t'empêche d'être vraiment à fond dans le truc, même si la révélation finale est cool. La fin elle-même, elle t'empêche un petit peu de trouver le film vraiment fascinant, même si j'étais à fond dans le truc pendant tout le film. La fin a un petit peu tout gâché, quoi. Évidemment, la raison pour laquelle il est dans les tops, c'est que c'est un film de Shyamalan. J'adore le style de ce mec, j'adore son storytelling, j'adore les histoires qu'il raconte, j'adore ses thèmes, j'adore son style visuel, et encore une fois, on l'a retrouvé, sa façon de travailler le placement des personnages pour que ça ait un sens. Les couleurs également, le fait que... Alors, le truc, c'est que la couleur m'avait vendu le twist final, parce que la psy, habillée en bleu, mais avec les cheveux rouges... Donc du coup, effectivement, visuellement, j'ai encore une fois été happé par le film et j'adore ces trouvailles et ce qu'il a fait, la simple salle de la psy qui est rose, etc., qui a un visuel très particulier, sa façon de tout traiter, tous ses angles de caméra, sa façon de traiter le personnage de la bête, qu'elle ait multiples personnalités, etc., de Kevin Wendell Crumb.
Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé tout son truc, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent vraiment d'avoir trouvé le film absolument génial et d'en faire un de mes grands coups de cœur de l'année, quoi. Même si ce sont de bonnes façons de surprendre les attentes, bien meilleur que ce qu'a fait Star Wars 8, il y a quand même un truc qui est difficile à accepter et à faire passer, je trouve. Et alors les surprises continuent avec le film qui est en numéro 9. Aladdin, réalisé par Guy Ritchie. Quelque part, vous mettez un des réalisateurs les plus punk, on va dire. Les films que fait Guy Ritchie, quand on pense à des trucs comme Snatch par exemple, sont des films qui sont assez rebelles, etc. Et finalement, donc tu mets un mec très punk au milieu de Disney, au final, il arrive quand même à faire ressortir un truc de sa patte à lui dans la bouillasse faite de se servir par Disney. Je comprends pas comment j'ai pu apprécier ce film à ce point-là. Je crois qu'il y a en bonne partie, évidemment, le style de Guy Ritchie, son rythme de narratif, sa façon de raconter les histoires, sa façon de gérer les dialogues aussi, et comment est-ce que les personnages se parlent, et comment ils peuvent se couper, etc. There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince. Oh. Y'all see my palace? Beaucoup moins dans celui-ci, cela dit, que dans le Roi Arthur. Il y a ça aussi, justement. Le Roi Arthur était mon film préféré de l'année où il est sorti, et Aladdin réutilise beaucoup des choses qui ont été développées dans le Roi Arthur. Beaucoup des scènes où il se faufile dans les petites rues, avec la caméra qui le poursuit, avec les trucs d'acrobatie, de passer de toit en toit, et de faire du parcours, quoi, quasiment. Ça vient en bonne partie, je trouve, de la recherche qu'il a fait sur le Roi Arthur, et j'ai l'impression qu'en fait, le Roi Arthur donc s'est cassé la gueule, et qu'il a réutilisé tout ce travail dans Aladdin pour pas que ce soit parti nulle part, quoi. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce que Jafar ne se transforme pas en serpent géant à la fin du film, c'est probablement parce que Guy Ritchie a foutu un serpent géant à la fin du Roi Arthur et qu'il n'a pas envie de se répéter et que les deux films se seraient répétés aussi et du coup, enfin voilà, ça aurait créé tout un truc de « oh, il s'est répété » donc il a préféré faire un truc neuf en faisant un espèce d'oiseau géant monstrueux à partir de Iago, ce qui donne une utilité à Iago qui ne sert à rien dans le reste du film en dehors de ça. Je crois qu'en gros, le truc qui m'a vraiment fait apprécier ce film, c'est les chansons, simplement. Il faut reconnaître que Disney avait à l'époque un énorme talent pour les chansons. Watch out! You done wound me up. You ain't never had a friend like me. Jusqu'à la fin de leur phase animée, en gros, hein, leurs musiques ont toujours été très intéressantes. Ils ont toujours pris les meilleurs artistes musicaux depuis des années. Enfin, je veux dire, quand j'ai regardé Mary Poppins, et alors que j'ai détesté Mary Poppins, les 2h15 de Mary Poppins, j'ai toujours la musique de Just a spoonful of sugar helps the medicine go down, des trucs dans ce genre-là, quoi. J'ai pas supercalifragilistique et tout le bordel. Mais c'est vrai que les musiques de Disney sont toujours assez marquantes, ils ont toujours eu des bonnes équipes. Le Roi Lion, c'était Elton John. Il vient dans le truc en plus, dans les films d'après, c'est spoilers. Donc du coup, oui, c'est normal que les musiques m'aient happé aussi, mais fait rentrer dans le truc. Et vraiment tout le style visuel et le storytelling visuel a beaucoup aidé aussi, mais c'est vrai que effectivement je suis rentré, je chantais toutes les chansons d'Aladdin, et c'est vrai que même dans mon enfance, Aladdin c'était un des rares Disney que j'appréciais, ne serait-ce qu'au niveau des musiques. Aladdin et Le Roi Lion. Ce serait ironique, vous verrez pourquoi. Donc voilà, je pense que la musique m'a aussi beaucoup aidé à apprécier ce film, et la 3D également est très très bien foutue. Principalement c'est la mise en scène et les musiques qui m'ont aidé à rentrer dans le truc, mais l'histoire d'Aladdin est pas désagréable non plus, hein. C'est une histoire qui est quand même plutôt intéressante. Ce mec qui essaye d'obtenir ce qu'il veut alors qu'il a un moyen de cheater, il doit essayer de trouver les moyens de le faire autrement, avec d'une façon légitime. Donc voilà, j'ai trouvé que au final, bah, ça marchait vraiment plutôt bien, ce Aladdin, et aussi surprenant que ça puisse paraître, et bah, il a une place dans mon top. Suivant, numéro 8. John Wick Parabellum de Chad Stahelski. Pour le coup, celui-là, je m'y attendais. Je crois que tous les John Wick, depuis que je les vois en salle, comme il faut dans l'année, se sont retrouvés dans mes tops, à peu de choses près. Encore une fois, il y a une grande partie de visuel et de mise en scène. Chad Stahelski, c'est un mec qui a fait ses classes avec les Wachowski, sur les Matrix, avec Keanu Reeves. Donc tu retrouves forcément beaucoup de tissus connectifs entre Matrix et ces films-là, au point que une armada de gens qui sont probablement très ennuyés par le monde tel qu'il est, sont en train de s'imaginer que les deux univers sont liés et qu'en fait John Wick c'est la Matrix rebootée à la fin de Matrix, etc. et que la suite de Matrix, ou le reboot de Matrix, le Matrix 4, qui sont 0 ou 4, qui sont en train de faire là, en ce moment, c'est qui m'inspire pas grand chose. L'histoire est finie. Serait peut-être connecté, serait peut-être machin, c'est... Non, mais en tout cas, visuellement, c'est très très connecté. Et effectivement, il y a une recherche qui rappelle les autres films.
Donc oui, c'est la réalisation qui est absolument ouf dans ces trucs, comment est-ce que chaque scène est tournée, la façon de filmer les chorégraphies, la façon d'utiliser les plans séquences, de façon intéressante et pertinente pour les scènes de combat et pour le storytelling également. Le scénario qui n'est toujours pas en reste dans cette saga, c'est toujours le truc qui me surprend, c'est qu'on essaie toujours de trouver un moyen de justifier correctement les trucs. C'est un truc... Il y a beaucoup de gens qui gueulent en ce moment avec les critiques qui sont faites sur Star Wars, en ce moment, depuis 3 ans, 4 ans, par rapport à Rey, où on dit « Ouais, mais Rey, pourquoi est-ce qu'on dit que Rey c'est une Marisou alors que les autres mecs, etc. » Mais aucun mec n'a des compétences surhumaines sans aucune justification comme on le fait avec Rey. Et c'est pour ça qu'on appelle Rey une Marisou, quoi. Et on le fait souvent avec les personnages féminins parce que justement, il y a beaucoup d'auteurs, parce qu'apparemment, faut pas dire autrices, qui vont trop loin dans leurs héroïnes pour compenser le fait qu'il y ait à leur goût, pas assez d'héroïnes dans la littérature en général. Et donc du coup, on se retrouve souvent avec ce défaut d'avoir des femmes qui sont ultra cheatées, mais sans aucune raison. Mais même un John Wick, on passe tout le film à te justifier son aura, à te justifier son passé, et quand on fait des nouveaux films, on te justifie encore son passé, on te rajoute encore des éléments pour te dire « Mais vous vous rendez pas compte, le mec, ça fait 30 ans qu'il est craint par tout le monde, que toute la mafia tremble quand on dit Baba Yaga et le nom de John Wick, quoi !» You think you can take John Wick? C'est ça, c'est du storytelling, et ça t'explique, ça te développe le personnage, et ça te montre un truc. C'est pas comme une nana où on dit, bah non, on l'a trouvée dans le désert, on sait pas ce qu'elle fout là, on sait pas pourquoi, mais elle est géniale, douée dans tout. Alors du coup, il y a des mecs qui vont s'imaginer plein de trucs pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que la nana peut être aussi douée, et ça vient n'importe quoi. Et je n'ai jamais vu un mec écrit comme ça. Je n'ai pas de souvenir d'un héros qui a été écrit comme ça, qui soit absolument génial, sans aucune justification. Qu'au contraire, le scénario aille à l'encontre des justifications qui permettraient de dire qu'il est génial. Enfin bon, bref. Donc la mise en scène est géniale, le scénario n'est pas en reste, les chorégraphies des combats sont absolument génialissimes, la musique est de bien meilleure qualité que dans le 2. Dans le 2, je trouve que ça faisait beaucoup trop technas bouseuse, même. J'aime bien ce nom, les technas bouseuses. Il y avait un mec qui avait fait une musique comme ça, c'était très drôle, qui s'appelait Technas... Bon, bref. Des vieux souvenirs d'internet. Si vous avez des trucs, des liens par rapport à ça, faudrait que je recherche. Le petit défaut que j'aurais à dire, qui fait qu'il est pas non plus très très haut dans les tops, c'est que des fois tu sens que les chorégraphies fatiguent un peu, ou que Keanu Reeves fatigue un petit peu, et qu'il a pas les moyens de faire toutes les chorégraphies. Il y a des poses très étranges dans les combats qui, apparemment, d'après les experts du cinéma asiatique, en particulier du cinéma d'arts martiaux asiatique, seraient classiques dans ce style de cinéma en fait. C'est en gros, c'est une petite pause à la fois pour que les cascadeurs puissent se préparer à faire leur attaque, et en principe dans le storytelling, c'est en gros les personnages se jugent avant d'envoyer un coup, quoi. Donc c'est en gros ils sont en train de se regarder en chien de faïence comme des cow-boys en train avant de tirer leur flingue, sauf qu'ils n'ont pas de flingue, ils ont leur coup, donc ils peuvent à plusieurs reprises se faire le truc de cow-boy qui se regarde en chien de faïence avant de tirer ou de frapper. Peut-être, mais je trouve que ça passe pas très bien dans le truc, mais apparemment c'est pour ça, c'est parce qu'on rend hommage à un style particulier de combat dans John Wick 3, qui apparemment serait présenté sur les arts de combat asiatiques, et c'est pour ça qu'il y aurait beaucoup d'asiatiques dans le film, et on a des yakuza. C'est le petit point de détail sur lequel j'étais pas trop raccord, mais sinon pour le reste, c'est vraiment génial, quoi. J'aime beaucoup comment il développe cet univers, comment est-ce qu'il développe tout le background par rapport au milieu des tueurs à gages et des criminels qui sont comme John. Voilà pour ce qui est de John Wick. Pour le coup, c'est attendu, je savais qu'il serait dans les tops, mais je savais qu'il serait pas très haut classé parce que j'avais ce petit problème avec certains combats à certains moments du film. La surprise viendra plutôt avec le numéro 7. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Réalisé par Philippe Lachaud. Et autant j'ai apprécié le film, autant je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit ici. Si une adaptation de manga devait se retrouver, ou d'anime en général, japonais, devait se retrouver dans mon top cette année, mes billets étaient sur Alita Battle Angel. Le manga l'OAV qui m'a fait rentrer dans l'animation japonaise, dans les mangas japonais, dans toute la culture japonaise finalement. Et du coup, je m'attendais à ce que Alita soit super cool, et soit génial, et ben non. Et Nicky Larson et le parfum de Cupidon, dont j'aime pas l'animé. J'aime pas Nicky Larson, j'ai toujours trouvé que c'était un truc de beauf, j'ai jamais été attiré par ce truc. Et ben le film Nicky Larson est un des films que j'ai préféré voir cette année, quoi. L'hommage est parfaitement rendu, le film est super décontracté, parfaitement réalisé, parfaitement géré. L'idée d'avoir utilisé le parfum sur Nicky Larson et du coup de lui mettre un certain désir pour Didier Bourdon, qui est vraiment pas le mec le plus attirant du cinéma français,
est une super idée pour challenger le personnage. Je le répète encore une fois parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était homophobe. Et ça m'a fait pisser de rire pendant tout le film. J'ai compris toutes les allusions qui étaient faites, même les allusions qui étaient faites à ce qui est en dehors de Nicky Larson, parce qu'ils ont fait des allusions à plein de trucs du Club Dorothée en général. L'histoire était bien conçue, bien menée, la réalisation avait de la gueule, quand il y avait des scènes d'action, ça avait de la gueule. Et il y a, au niveau storytelling, je trouve qu'il y a des trucs qui sont très bien gérés, je le dis encore une fois, mais le setup se rappelle de ce qui est fait dans l'animé en début de film, donc comme setup, du fait que Nicky Larson soit capable de tirer plusieurs fois au même endroit et dans le même trou. Plus facile pour lui avec des armes qu'avec les films, apparemment. Toujours tirer dans le même trou. Mais, vous voyez, ça c'est beauf comme blague, mais ça peut marrer des fois. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Ils te le mettent en place au début du film, ils en parlent pas pendant tout le reste, et d'un seul coup, au climax, quand tu vois pas pourquoi est-ce que l'histoire continue encore, tu te dis mais ça devrait être fini, etc. Et d'un seul coup, t'as la scène de fin qui arrive avec le tour tir dans le même trou et ça résout le problème, etc. Et tu fais mais magnifique, quoi. Le truc est parfaitement géré au niveau du storytelling, au niveau de l'hommage à l'original. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est incroyable et c'est quand même dingue. Philippe Lachaud, et la bande à Fifi en général, c'est un groupe que je soutiens depuis leur premier film, depuis Babysitting. Ils ont eu quelques montagnes russes. Ils ont eu le Babysitting 2 qui était pas ouf. Ils ont eu surtout Alibi que je trouvais vraiment nul à chier. Dans le genre bonne comédie française bien ringarde, et j'ai toujours pas regardé Mon meilleur pote ou Mon meilleur ami, ou je sais plus trop quoi, enfin le truc où ils se font passer pour gays pour faire naturaliser un de leurs potes. J'ai toujours un peu peur que ça ait été très mal géré, mais de ce qu'on m'a dit c'était finalement pas si mal que ça. J'ai vraiment toujours essayé de défendre ces mecs comme des mecs qui essayent de faire quelque chose d'original et d'intéressant dans le cinéma français. C'est cool qu'ils aient du succès grâce à ça, et bah si c'est pour arriver à faire ça, pour arriver à faire du cinéma français comme on n'avait jamais vu, enfin comme on avait rarement vu. D'habitude c'est Hollywood qui fait ça, qui récupère des licences étrangères pour en faire des adaptations chez nous, en principe c'est Hollywood qui fait ça, c'est pas nous. Et bah là on l'a fait, et non seulement on l'a fait, mais on l'a bien fait. De quoi se plaindre le peuple. Donc voilà, c'est très surprenant, le projet était absurde sur le papier en tant que concept, des Français qui adaptent un manga japonais, c'est d'où on fait ça et d'où ça peut donner un bon film. Mais le pari a été parfaitement réussi. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître, et bah ouais, Nicky Larson est dans mon top, quoi. Et pas Alita. J'ai essayé, hein, pendant les premières versions de ce top, j'ai essayé de caser Alita partout où je pouvais, et en fait au bout d'un moment je me suis dit, mais pourquoi j'essaie de caser Alita alors que je l'ai pas apprécié, enfin pas autant que ça, quoi. Donc bon. Suivant, là aussi surprenant, mais moins. Numéro 6. Rocketman, réalisé par Dexter Fletcher. Celui qui aurait dû, en principe, réaliser Bohemian Rhapsody, qui était dans mes flops de l'année dernière, donc tu te dis, bah putain, si le mec était resté dans le film, le réaliser comme il aurait dû, et ben ça serait sans doute beaucoup mieux. Certaines personnes ont fait remarquer, ouais mais il est venu finir le film, il est venu finir les 2-3 dernières semaines de tournage, il a vraiment pas pu marquer de sa patte quoi que ce soit dans le truc. Peu de temps avant le tournage, on l'a remplacé par Bryan Singer. Pendant le tournage, on a viré Bryan Singer, et comme on était paumé, on s'est dit merde, faut qu'on finisse le film. Bah attends, il y a un mec qui a bossé sur le film pendant 1 an quand même avant qu'on le vire. Rappelons Dexter Fletcher. Et ils ont fait revenir Dexter Fletcher pendant les 2-3 dernières semaines de tournage pour finir un film qui avait été remanié par Bryan Singer à la base, quoi. Donc ça paraissait quand même particulier. Mais si vous vous souvenez bien, quand j'avais vu Bohemian Rhapsody, j'avais dit c'est clair et net que ce film n'a pas été prévu pour être raconté de façon linéaire. C'est évident qu'il avait été filmé pour être raconté dans le désordre et pour être lié thématiquement par rapport à certains points. Et Rocketman, finalement, c'est ça. C'est ce qu'aurait dû être Bohemian Rhapsody, adapté donc à la vie de Elton John. Ce qui me surprend, c'est que du coup, moi, Elton John, c'est un mec dont j'ai jamais été très fan. J'aimais bien ses musiques, en particulier pour Le Roi Lion, parce que je vais pas du genre que j'ai écouté du Elton John quand j'étais petit. Et adulte, je trouvais que ça faisait un petit peu passer, donc j'ai jamais été trop fan de Elton John. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il dit pour Le Roi Lion, je me souviens de Candle in the Wind, qui était une magnifique chanson aussi. Mais j'ai jamais été fan de Elton John, quoi. Pas plus que de Queen, cela dit, mais Queen, je connais un peu plus les musiques que celles d'Elton John. Et au final, j'ai découvert le personnage, autant que ses musiques dans cette comédie musicale, et je suis rentré dedans, mais à 200%. La mise en scène était parfaite, le storytelling était parfait, l'acteur. Et le Taron Egerton, là, dont j'ai jamais pu soupçonner qu'il était bon, parce que je l'avais jamais vu que dans des rôles de merde, genre Kingsman. Mais là, d'un seul coup, l'énergie, la vivacité qu'il amène à ce rôle, à quel point il le rend vivant, à quel point est-ce qu'il a aussi réussi à recopier le personnage d'origine sans devenir une parodie, ou une caricature,
Enfin, ce film est génialissime, quoi. C'est au niveau de la retranscription de l'univers d'un artiste, d'un chanteur, c'est vraiment extrêmement bien fait, et je ne peux que vous conseiller de regarder ce film, parce que je l'ai trouvé absolument génial, et même moi qui n'aime pas les comédies musicales, et ben je l'ai kiffé, quoi. D'ailleurs c'est rigolo, Aladdin aussi c'est une comédie musicale, alors que j'aime pas les comédies musicales, je me retrouve avec 2 comédies musicales dans mon top de cette année. Quand je vous dis que mes tops étaient aberrants, et c'est en dessous du 5, donc je me demande vraiment s'il faudrait pas que j'arrête de faire des 10 et que je fasse des top 5. Et donc il se met au service d'une histoire qui est parfaitement racontée, avec cette mise en scène qui est juste géniale, quoi. Comment faire les transitions entre 2 périodes, généralement gérées par la musique, les scènes de comédie musicale elles-mêmes intégrées au truc, alors plutôt que de faire des simples lives sur scène comme ils l'ont fait avec Bohemian Rhapsody, tu fais des scènes de comédie musicale, c'est quand même un petit peu plus cool, quoi. La scène de comédie musicale de Saturday, elle est quand même géniale, quoi, quand il arrive au milieu de cette fête foraine avec tous les gens qui arrivent à côté. Y compris un Indien qui serait peut-être Freddie Mercury, parce que, comme beaucoup de gens ont fait remarquer, ils se connaissaient en fait tous les deux, Elton John et Freddie Mercury. À cette époque en plus, c'est pas impossible qu'il y ait eu des échanges de fluides, je ne dirais pas si c'est ceux du haut ou ceux du bas, mais c'est pas impossible qu'il y ait eu des échanges de fluides, et du coup, probablement les deux, et du coup, c'est possible que ce soit Freddie Mercury dans la foule, mais juste cette chorégraphie, cette scène, elle rend super bien, et enfin, tout ça te fait rentrer dans le film, quoi. C'est même cette façon de mélanger certaines scènes. Il y a tout un passage quand il est dans un restaurant où il y a une scène où il est en train de parler à quelqu'un, il va dans les chiottes et puis il fait une scène de comédie musicale et il ressort, et quand il ressort, c'est plus la même personne qui est sur la table, et donc tu comprends que t'es passé à une autre scène et qu'on t'a fait une ellipse de quelques jours ou quelques semaines, mais que ça montre le même truc, ça montre la déchéance du personnage, donc on les a vraiment mélangés ensemble. Enfin voilà, ça c'est un film, quoi. Bohemian Rhapsody, c'est une succession de scènes qui racontent une fausse vie. Ça, c'est un film qui raconte la vie de Elton John. À quel point ça a été romancé ou pas, je peux pas vous le dire parce que je connais pas le mec. J'ai été faire quelques recherches et contrairement à Bohemian Rhapsody, je tombe pas sur des listes comme ça de trucs qui sont faux par rapport au truc. Et genre, évidemment et clairement faux, quoi. Genre, le groupe s'est séparé parce qu'il y en a un qui a fait un album solo alors qu'ils avaient tous fait des albums solo et qu'ils avaient aucun souci avec ça, quoi. Comment rajouter du drama alors que ça n'a jamais existé? Bref, j'ai été très surpris par ce Rocketman, qui m'aurait jamais intéressé s'il n'y avait pas eu Bohemian Rhapsody juste avant, d'ailleurs. Et bah au final, non, c'était un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et il est tout à fait justifié dans ce top. Voilà pour le numéro 6. Numéro 5. 3 jours et une vie, réalisé par Nicolas Boukrieff. Alors non, ce film n'est pas 5ème du top, parce que Nicolas Boukrieff est une crème absolument adorable, ce que j'ai pu voir lorsque j'ai été sur le plateau du tournage de son film précédent, Made in France, qui était absolument génial. Non pardon, c'est pas son film d'avant, il en a fait d'autres entre temps, il a fait La Confession, Un ciel radieux, que je n'ai pas fait, que je n'ai pas vu, et donc je vais rattraper ça le plus possible, parce que je viens de me rendre compte en fait que j'ai loupé tous ces trucs là. Donc je vais faire... Eh oui, il avait fait Gardien de l'Ordre aussi, mais voilà. Et le con... En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai vu les 3/4 de sa filmographie sans me rendre compte. Parce que j'ai vu Non, j'ai pas vu... J'ai vu Cortex? Si, j'ai vu Cortex. Et je sais que j'ai vu Le Convoyeur également, et Gardien de l'Ordre, je l'avais vu, c'était avec Fred Testo aussi. Donc, ah non, en fait, j'en ai vu pas mal de sa filmographie. Bon, voilà, faut que j'en rattrape quelques-uns. Mais Nicolas Boukrieff, c'est une référence que je vous conseille, comme vous pouvez le voir. Tournage sur lequel j'étais par hasard, parce que j'avais un pote qui était dessus en stage, et qui m'a proposé de venir dans la journée. J'avais passé la journée sur le tournage, j'avais parlé avec certains des acteurs et tout, qui étaient super sympas, et j'avais parlé avec Nicolas Boukrieff, qui à un moment m'avait vu traîner dans l'équipe, et était venu discuter tranquillement avec moi, et quand il avait vu que j'avais fait une école de cinéma au moins que je pouvais en parler, on a tapé les discutes pendant 5 ou 6 minutes, entre 2 changements de décor, etc. Mais ce n'est pas pour ça que 3 jours et une vie a une place dans ce top. 3 jours et une vie est un récit absolument fascinant. Ça parle de la disparition d'un enfant dans les Ardennes belges à la fin des années 90, en 1999. Et ça suit en fait les répercussions de cette disparition sur les personnes les plus proches de l'enfant qui a disparu, notamment ses copains à l'époque, et sur le village en général, sur la famille, etc., sur plusieurs générations, parce qu'on va suivre du coup, après les 3 jours pendant lesquels on se concentre sur la disparition du gamin, la vie de village qui suit avec ce qui s'est passé après. L'histoire est vraiment fascinante, c'est un vrai thriller, où tu doutes vraiment du résultat et d'où est-ce que le film peut mener pendant un bon bout de temps, même quand les choses peuvent paraître un petit peu évidentes, il y a des fois où tu te retrouves un petit peu surpris par la suite des choses. C'est un récit qui est vachement intéressant pour se concentrer sur les conséquences. Il y a un côté extrêmement sombre et malsain dans une bonne partie du film, extrêmement nihiliste dans sa conclusion. Et il y a une tension qui est extrêmement bien gérée. Si vous regardez la bande-annonce, vous savez quel gamin disparaît, mais si vous regardez pas la bande-annonce, je vous le conseillerais presque,
parce qu'au début du film, on va suivre plusieurs gamins qui vont évoluer en même temps, et en fait, quand tu regardes le truc, tu te dis, mais lequel va disparaître finalement dans ce groupe-là, et tu te demandes sur quoi ça va tomber. Il a un talent pour réussir à rendre le quotidien de ses enfants, qui sortent simplement aller en cours, qui se promènent, qui vont chez les commerçants, qui les connaissent parce qu'on est dans un petit village et que du coup tout le monde se connaît un petit peu et donc ils se connaissent par leur prénom et puis ils créent des relations comme ça vachement intéressantes qui me rappellent un petit peu ce que j'ai vécu moi quand j'étais plus jeune. J'avais aussi des magasins dans lesquels je rentrais et que je connaissais les commerçants par leur prénom et dis bonjour à Gracia par exemple qui tenait le magasin de jeux vidéo qui était juste à côté du collège. Donc je trouve qu'il rend vachement bien ce truc là et il arrive vachement bien à gérer la vie de la ville en général et l'évolution. J'ai pas trop réussi à voir comment est-ce qu'il s'en sortait pour te donner l'impression qu'il filme une ville qui évolue vraiment au fil de l'année. Je crois qu'il s'est tout simplement arrangé pour foutre les angles de caméra judicieux pour cacher certains éléments modernes du décor quand il tourne les passages qui sont vraiment à l'époque 90, pour qu'on les voit jamais dans le cadre, en fait, qu'ils soient toujours derrière un coin, derrière un petit truc, et du coup quand on passe à une autre époque, il doit mettre sa caméra à un autre endroit, et là du coup tu vois le truc qui était caché avant. Ou alors il a refait une façade, mais enfin ça me paraît énorme de refaire une façade. Juste pour tourner un film comme ça qui m'a pas l'air d'être un film avec un très gros budget quand même. Mais bon, qui sait. Et d'ailleurs c'est un truc que je trouve vachement bien géré en général, il a très bien géré ce petit village quoi, il l'utilise très bien, t'arrives très bien à te spécialiser dedans, à voir à peu près ce que ça rend. Et alors petit budget ou pas, j'en sais rien, mais il y a quand même une scène de tempête à un moment qui est vachement réussie, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux, et après il y a quand même beaucoup de dégâts à gérer, beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de plans qui sont vachement intéressants à faire là-dessus, donc c'est très intéressant. Et il y a encore une fois une narration, un storytelling qui est vachement intéressant. Et je sais pas comment est-ce qu'il s'est débrouillé, parce que quand j'étais sur le tournage de Made in France, la particularité qu'il avait sur ce tournage-là, c'est qu'il avait pas fait son découpage visuel avant d'être sur le plateau. Il savait exactement ce qu'il allait tourner, il avait sa scène, il savait ce qu'il voulait comme accessoire, genre la scène où j'étais, on était dans un parking, et il fallait une voiture, un 4x4 qui était utilisé pour l'attentat qu'ils allaient faire plus tard. Donc il savait qu'il voulait qu'il y ait un 4x4, il savait où est-ce qu'il voulait qu'il soit, à quel étage, parce que c'était l'étage qui était disponible pour eux, c'est celui qui était le plus visuellement intéressant, etc. Parce qu'il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes sur le contour. Mais il n'avait pas fait son découpage technique, il arrive avec sa caméra et une fois sur le truc, il a regardé, il a fait bon alors qu'est-ce qu'on va faire, bah écoutez, là on va commencer avec un plan où la caméra va faire un lent travelling. Et il fait son découpage sur le moment. Il y a un truc qui était génial, c'est un moment, c'est ça quoi, la beauté du tournage. T'es en décor réel, t'es dans un parking ouvert. Et à 100 mètres du parking, il y a une ligne de RER dont t'avais pas remarqué vraiment qu'elle était là quand t'as fait les repérages, et du coup t'es sur le tournage, t'es en train de faire une scène, et d'un seul coup, t'entends le bruit des rails, et puis l'espèce de klaxon du train qui passe derrière, et là les mecs se disent, merde, on a un train qui peut passer en plein pendant qu'on fait une scène, comment on fait, comment on se débrouille, qu'est-ce qui se passe? Et là t'as Nicolas Boukrieff qui débarque et qui fait, non mais attends, en fait, on va utiliser le train comme signal. Vous allez minuter à quel moment les trains passent. Donc là, t'as trois stagiaires qui sont en train de regarder tous les horaires de RER de Paris pour cette ligne-là. On voit qu'il y a un train toutes les 5 minutes. Le mec fait, bon alors, quand le train va débarquer avant les 5 minutes, on met la caméra ici pour filmer la voie de RER à l'ouverture là du parking. Et ensuite, la caméra va se reculer et faire un petit panoramique pour filmer la bagnole avec les deux personnages qui sont devant. Il va pas repasser. Il n'aura pas 36 000, hein. Donc une fois qu'il est passé, tu sais que tu as 5 minutes dans lesquelles tu seras tranquille et tu n'auras pas de trains qui vont passer. Donc il a intégré le train visuellement pour lancer la scène, et ensuite la caméra fait un panoramique, arrive dans le parking et te montre la scène. Et alors je sais pas, du coup, s'il a prévu son découpage avant d'arriver sur le tournage de ce film-là, avant, ou si il a improvisé sur le moment. Il y a un moment où il y a un plan drone, un plan zénithal, qui se soulève du village parce que donc il y a eu une grosse tempête, il y a plein de débris qui sont tombés un peu partout. Et le plan se soulève et tu vois que le plan est plutôt esthétique, on va dire plutôt fixe, c'est en ça que je dis qu'il est plutôt esthétique. Et en fait quand la caméra se relève, tu comprends que ça devient en fait un plan hélicoptère, et donc le plan zénithal qui te montrait les dégâts et qui était un plan de film, fait une transition en relevant la caméra et en resserrant le cadre pour devenir le plan des infos qui est en train de filmer avec l'hélicoptère les informations pour dire voilà il y a une tempête, voilà les dégâts, etc. Le génie. C'est pour ça, je sais pas, est-ce qu'il l'a improvisé sur le tournage, est-ce qu'il y a pensé avant, mais dans quelques conditions que ce soit, c'est... Ah putain, ça c'est des belles trouvailles de narration quand même. C'est comme ça que tu fais rentrer un spectateur dans n'importe quel film. Tu trouves comment l'investir au niveau visuel et au niveau du storytelling. Vraiment, j'ai adoré le film dans tous ces domaines, surtout le scénario, mais aussi bien au niveau de la réalisation. C'est vraiment un mec que j'adore, Nicolas Boukrieff, et
J'ai vraiment envie de suivre tout ce qu'il va faire d'autre. Passons à la suite de ce classement, et là on arrive quand même à des choses, déjà avec 3 jours et une vie, j'en suis un peu plus sûr et un peu plus certain de mon classement. Passons maintenant au top du classement avec les 4 premiers, numéro 4. Us, réalisé par Jordan Peele. Donc comme vous le savez, l'histoire d'une famille qui va dans sa maison de vacances et qui se retrouve attaquée par ses doubles. Je trouvais que l'histoire était vraiment extrêmement bien menée. Encore une fois, c'est un très très bon storytelling. Notamment à quel point il joue sur le fait qu'il y a un twist final qui remet en cause beaucoup de choses que tu vois au tout début en fait. Des plans que tu vois au tout début qui te paraissent totalement anecdotiques, quand la gamine se perd par exemple dans la fête foraine, et qu'on passe à côté de gens et on se dit mais à quoi ils servent ces gens? Plus tard dans le film, t'as un flashback qui te révèle un truc, et d'un seul coup ces plans qui te paraissaient complètement anecdotiques sur la foule devient plein de sens et devient vachement intéressant, et d'un seul coup tu refais toute l'histoire dans ta tête. Il y a une très grosse inspiration Shyamalan, quelque part, dans ce que fait Jordan Peele, avec cette notion du twist et de la fin, et des personnages qui doivent se découvrir eux-mêmes également. C'est intéressant parce que je sais pas si vous savez, le lien est très clairement fait parce que Jordan Peele lui-même qui l'a fait, il a reçu en fait un message de félicitations de la part de Shyamalan sur Twitter qui lui avait dit bravo pour Us, le film est absolument génial, tu m'étonnes qu'il kiffe, c'est vraiment pile poil ses codes. Et Jordan Peele lui a répondu à un gif qui est assez drôle. Il y a une pub en fait qui existait il y a quelques années pour, je sais plus si c'est une pub contre le tabac ou contre l'alcool, l'un des deux. C'est un père qui voit son gamin en train de fumer, je crois, ou en train de boire, et lui dit mais qui c'est qui t'a appris ça, où est-ce que t'as été chopé de l'alcool, etc. Et le gamin regarde son père et lui fait I learned it from you. Je l'ai appris de toi, en disant bah, c'est toi qui as fumé et qui a bu devant moi, donc c'est toi qui m'as appris à fumer, papa. Et en fait Jordan Peele lui a répondu ça à Shyamalan, donc du coup c'est très rigolo quoi, c'est le réalisateur qui fait I learned it from you, en lui disant mais oui j'ai appris à faire ce style de cinéma en regardant tes films à toi quoi Shyamalan, et je te remercie publiquement, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant, de voir qu'ils ont un peu le même succès aussi, du coup qu'ils sont vachement repérés pour leur premier film. Ce sera très drôle de voir comment est-ce que la carrière de Jordan Peele va continuer. Est-ce que comme Shyamalan on va finir par lui reprocher au moment de faire des twists, on va commencer à lui dire que ses histoires n'ont pas de sens, qu'elles sont débiles, etc. Et on va commencer à lui chier dessus alors qu'avant on le louait comme un génie. Ce sera assez drôle à voir. Mais c'est vrai qu'il y a de très très gros points communs parallèles entre les deux, donc c'est assez rigolo, et c'est assez rigolo que ça me plaise aussi. Je m'attendais à ce que Glass soit beaucoup plus proche de Us que ça, voire au-dessus. Donc quelque part l'élève est en train de dépasser le maître. Donc ça c'était pour la réalisation, du coup en quoi est-ce que la mise en scène et le storytelling et le scénario sont intéressants, mais tout le reste est génial aussi, les performances d'acteurs sont absolument dingues. C'est pas n'importe quoi en fait de réussir à se lâcher prise pour jouer des personnages qui sont complètement primaires. Je sais pas si primaire est le bon mot, j'ai primal en tête qui est plutôt un anglicisme. Des personnages qui ont des gestes extrêmement bizarres, des spasmes, et qui vont avoir qui vont s'exprimer uniquement avec des cris, avec des et des machins, ou des trucs dans ce genre-là. La façon de parler de Red, et la façon de Lupita Nyong'o, quoi, l'actrice, qui regarde les gens comme ça, avec des sourires étranges, et qui cette voix bizarre, tout rend extrêmement bien dans le truc. Évidemment, c'est encore plus mis en exergue ce côté effrayant des personnages par le travail de la lumière, et je vais faire une petite anecdote là-dessus. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma réaction au trailer de Tenet et son personnage principal afro-américain. Éclairer des peaux noires, c'est très compliqué. Et en fait, j'avais parlé de ça dans mon vlog sur Us à l'époque, et je l'ai coupé parce que j'avais peur de me ramasser des accusations de racisme sur la gueule. Parce qu'il y a tellement de gens qui comprennent pas la vie, et qui du coup n'acceptent pas juste des remarques de base comme ça. Le noir ne réfléchit pas à la lumière. C'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Mais je suis certain qu'il y a un ou deux connards pour sortir le truc le machin et te dire « Hein, quoi? C'est raciste de dire ça ?» Non, c'est pas raciste, c'est de la physique. La réfraction de la lumière. C'est le blanc réfléchit toute la lumière, le rouge réfléchit uniquement les rayons rouges, le noir ne réfléchit rien, le noir absorbe la lumière. C'est des trucs de base. Et donc, c'est compliqué vraiment de parler de choses sur Internet en ce moment, parce que vraiment, la moindre virgule qu'un mec n'apprécie pas quelque part peut déclencher une shitstorm énorme. Mais maintenant, du coup, que j'en ai parlé dans Tenet, et maintenant que j'ai un peu assumé le truc, et que j'ai dénoncé les gens qui pourraient prendre ça de mauvaise façon, il y a un travail de lumière qui est dingue dans Us. Parce que la lumière est coupée dans leur maison pendant une bonne partie du film, donc du coup, il y a que les lumières extérieures qui peuvent éclairer. Donc ton seul moyen d'éclairer des peaux qui à la base ne réfléchissent pas à la lumière, c'est des reflets de lumière qui viennent de l'extérieur. Et qui doivent quand même réussir à taper certaines zones du visage pour que t'aies le reflet des pommettes, le reflet du nez, pour que tu vois les yeux, pour que tu vois la bouche si les personnages parlent, ou que tu les vois pas.
Au contraire, dessiner juste la silhouette du visage et laisser tout dans l'ombre pour mettre un truc beaucoup plus effrayant, mais ce travail de la lumière dans Us, avec des peaux très très noires, parce que toutes les peaux noires sont pas noires de la même façon, et là on parle vraiment, avec Lupita Nyong'o par exemple, et avec les autres acteurs qui sont dans le film, on parle vraiment de peaux noires foncées, noires ébène, noires anthracite. Donc c'est vraiment le noir le plus profond possible, et réussir à faire les lumières qu'ils ont fait dans ce film, avec ce casting à la base, mais je vénère, je suis au pied du directeur de la photo, quoi. C'est le mec est un génie. Absolu. L'autre génie, c'est le compositeur des musiques, qui a fait également un travail extraordinaire, avec la musique qui était déjà de base dans la bande-annonce, cette reprise de Five on It, qui est reprise cette fois-ci avec un ensemble orchestral de cordes frottées et tout, enfin c'est magnifique. They know where we are. We need to move and keep moving. Le dernier petit point, ça va être quel est vraiment le message du film. Et pour moi, le message est vraiment plus sur us, les personnes, nous-mêmes, quoi. Comment les gens se construisent, comment est-ce qu'ils gèrent leurs problèmes passés, etc., etc. Plus sur la personnalité qu'un message sur les USA eux-mêmes, avec des riches qui vivraient en haut et des pauvres qui vivraient en bas. Pour moi, la distinction se fait vraiment pas à ce niveau-là, surtout qu'ils sont vraiment les mêmes, juste des projections. Donc pour moi, c'est vraiment plus une question de personnalité, de qui sont les gens, qu'une critique des USA déguisée à travers une critique de l'humain, quoi, une critique de comment est-ce que les gens se construisent. Il y a une critique de l'American Dream, probablement, avec la maison de vacances, avec le père avec son bateau. J'ai du mal à voir le film entier comme une critique des US. Peut-être en filigrane, intégré en même temps, il y a peut-être quelques attaques sur les US, mais je pense vraiment que la base du film, c'est plutôt la construction de la personnalité et comment est-ce que tu réagis au traumatisme de ta vie, en fait. Pour moi, c'est vraiment plus ça qui est géré dans le truc que les USA. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne cette réponse, et donnez-moi votre avis dans les commentaires en dessous, Us est un des énormes kiffs que j'ai vu cette année, et très franchement, si j'avais pas vu tous les autres films que j'ai vus ensuite, ça aurait été lui mon film préféré de l'année. Mais j'ai vu d'autres films après, donc on va y passer. Numéro 3. L'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier. Ce qui fait quand même 3 films français dans mon top. Il y a eu quelques bons films français cette année. Enfin, honnêtement, il y a eu un petit réveil dans le cinéma de divertissement, le cinéma fantastique et même le cinéma lambda pour essayer de faire des choses un peu plus intéressantes cette année. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont à noter. Et ce thriller qui est l'heure de la sortie est vraiment ultra intéressant. Donc l'histoire, c'est qu'un prof remplaçant joué par Laurent Lafitte vient prendre la place d'un institut qui s'est suicidé et récupère la classe qu'il gérait, une classe de surdoués, qui est un peu la fierté du directeur de l'école. Sauf que plus le temps passe et plus le professeur va commencer, donc Laurent Lafitte va commencer à trouver le comportement d'un groupe, notamment de ces ados surdoués, extrêmement suspect, très étrange, un petit peu malsain. Et tout le monde autour de lui va avoir un comportement très suspect. Il y a certains profs qui ont des réactions extrêmement étranges. Le directeur, avec il a une fascination, une adoration et en même temps presque une crainte envers ces gamins surdoués. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Et du coup, tu comprends pas où est-ce que chaque personnage va en venir, enfin, qui ment, sur quoi est-ce qu'on ment, qu'est-ce qu'on va révéler. Tu sais pas trop vers quoi est-ce qu'on va aller, et vraiment la tension est tenue d'une main de maître pendant un très très long moment. Toutes les révélations sont plutôt intéressantes. C'est notamment aidé par un casting qui est absolument dingue. C'est Laurent Lafitte de la comédie française. C'est quand même censé être obligatoire presque à rajouter derrière son nom parce qu'il est sociétaire de la comédie française. Et toujours, mais l'un des meilleurs acteurs à l'heure actuelle, quoi. Je sais pas s'il y a un acteur français qui est plus doué que Laurent Lafitte. Je le trouve vraiment bluffant dans absolument toutes les performances qu'il fait. Et là, dans son rôle de prof complètement paumé avec ses gamins, qui sait pas s'il doit avoir une main de fer, un gant de velours, s'il doit mélanger les deux, enfin, c'est une main de fer dans un gant de velours, qui sait pas non plus s'ils sont vraiment en danger ou s'ils sont. Il y a vraiment tout un tas de trucs à jouer qui sont assez excellents, et les gamins, les adolescents avec qui il joue, mais sont ils sont complètement bluffants, quoi. Comment s'appelle la gamine? C'est Louana Bajrami.
Et elle a une façon de te regarder, elle a une façon de te dévisager. C'est très adolescente, cela dit. Hein, c'est cette façon de regarder les adultes de la part des ados avec énormément de mépris en même temps, l'impression d'être complètement neutre et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très bon dans l'interprétation de cette gamine qui est assez bluffante. Et tous les gamins qui jouent dans le truc sont complètement bluffants. J'avais pas remarqué, il y a Gringe dans le casting. Du coup, je vais pouvoir prononcer son nom correctement pour une fois. C'est pas Grinch, c'est Gringe. Et qui joue un des profs qui lui aussi est extrêmement doué. Mais je ne savais pas qu'il avait décidé d'avoir des velléités d'acteur. Mais écoutez, il s'en sort très bien en tant que prof. C'est le prof de sport du coup, je crois. Qui est assez délirant et qui est assez drôle. Enfin bon, bref. Je trouve que tous les acteurs sont absolument géniaux. Et que l'intrigue est extrêmement bien menée. T'as une ambiance qui est extrêmement malsaine et qui est très bien travaillée, notamment par le son évidemment, mais aussi par les angles de caméra, par certains trucs, la façon de filmer certaines scènes, de se cacher derrière certains trucs pour observer les choses, etc. Le simple fait de démarrer le film en montrant le suicide, par exemple, du prof. Mais dès le début, dès le l'incipit, dès le commencement de l'œuvre, une ambiance de plomb quoi, dans tout le récit qui est absolument génial et qui est très prenante et qui te fait parfaitement rentrer dans le truc. Le petit commentaire que je vais avoir, c'est peut-être que les remarques faites par les ados font un peu niaise. Vous voulez pas voir la vérité en face? Il n'y a plus d'avenir. Peut-être pas tant dans le propos, mais dans la façon de le dire, dans la façon de formuler le truc. Cette légère niaiserie va prendre tout son sens quand on va arriver à la fin et qu'on va voir certaines choses se produire. Donc, j'ai totalement été pris par le film et je vous encourage absolument à le regarder parce que c'était une de mes meilleures séances de l'année. Voilà pour ce qui concerne l'heure de la sortie. Passons au numéro 2. Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan. Alors, une surprise, quelque part, étant donné mon dédain de base pour Shining, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur Kubrick si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet, mais effectivement, n'étant pas très fan du film Shining, c'est un peu surprenant, et en même temps, partons du principe que c'est du Stephen King, et que la plupart des bouquins de Stephen King que j'ai lus, je les ai aimés. Alors, je ne saurais pas me souvenir de tous les bouquins de Stephen King que j'ai lus, je sais que j'ai lu celui sur la Buick, dont le coffre est un passage vers une dimension parallèle avec des créatures bizarres, etc., qui puent et des trucs tout jaunes. Donc, des trucs à la Stephen King. Je me souviens, j'en ai lu tout un tas en fait pendant une période où j'étais hébergé chez mes frangins. Ils avaient toute une collection de Stephen King et j'en avais dévoré toute une partie. Mais même, j'ai aimé beaucoup des films qui ont été adaptés des romans de Stephen King, notamment ceux qui ont été faits par Frank Darabont, La Ligne Verte, The Mist, Shawshank Redemption, Les Évadés. Misery aussi, quelque part là-dedans, mais dans les adaptations de Stephen King, Misery, c'est un des chefs-d'œuvre absolus, ou se fait par d'autres réalisateurs, notamment Mike Flanagan, qui avait réalisé pour Netflix Gerald's Game, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, donc le jeu de Gérald, ou Jessie en version française, parce que c'est rigolo, en version américaine, le nom du film c'est le jeu sexuel que veut faire le mari, et en nom français c'est le nom de la femme. C'est complètement l'inverse en fait, au niveau de la façon de prendre l'histoire et de prendre le truc. Quelque part, Jessie a plus de sens puisque c'est elle l'héroïne, mais comme c'est le jeu de Gerald qui pose la merde et qui pose l'histoire de tout le film, bon, ouais, il y aura un truc un peu plus intéressant. Et comme elle ne veut pas le faire spécialement, dire que c'est le jeu de Gerald est plutôt bon. Enfin bon, bref, Mike Flanagan s'était déjà attaqué à du Stephen King et avait déjà fait un très bon résultat avec Stephen King. Je le savais pour Gerald's Game. Je l'ai découvert aussi, pas par rapport à Stephen King, mais j'ai vu son adaptation de The Haunting of Hill House, qui est donc une adaptation de The Haunting, tout court, qui avait déjà été adapté en film dans les années 60 et qui avait eu un remake dans les années 90. Et il a fait un très bon travail sur ce film-là aussi, sauf sur le dernier épisode. Je sais pas si vous avez vu The Haunting of Hill House, mais alors dans le dernier épisode, toutes les révélations les plus absurdes pour expliquer comment les trucs fonctionnaient, etc. Et tous les trucs qui n'ont pas de sens, ou les trucs qui sont complètement tirés par les cheveux, genre les fantômes ça voyage dans le temps en fait, parce que tu peux être un fantôme avant d'être mort et tout. Oh, le délire pour essayer de faire coller le truc avec sa symbolique à lui, parce que voilà. Ce qui est rigolo avec Mike Flanagan, c'est qu'il a une symbolique par rapport à l'horreur et notamment par rapport aux esprits, aux fantômes et aux morts. C'est que les esprits représentent les fantômes de ton passé. Littéralement, ce sont les fantômes de ton passé en fait. Et quand il reprend Shining, finalement, il y a un moyen très facile de reprendre cette idée de mise en scène en fait, parce que les fantômes
de l'hôtel, du Overlook Hotel, sont les fantômes du passé de Danny, qui est donc le héros de cette histoire, enfin l'un des héros avec Abra. Et donc du coup, ça passe parfaitement avec le style de Mike Flanagan, et il a réussi à très bien réadapter le truc, et à mélanger du coup ce qu'avait fait Stephen King en bouquin, et ce qu'avait fait Kubrick en film, pour essayer de réunir les deux, et finalement de réconcilier quelque part les deux. Et il se trouve que Stephen King, pour ce qui le concerne, trouve que le film est vachement bien. Peut-être que si Stanley Kubrick était encore vivant, il aurait dit que le film avait très bien réussi à mélanger son style et ce qu'avait fait Stephen King à la base, et que c'était peut-être génial, on sait jamais. Mais la question, c'est pas tant Stephen King ou autre chose, c'est que je suis sorti de la salle après la projection de Dr. Sleep, j'étais en train de trembler. Vous savez, cette émotion qu'on ressent quand on sort d'une salle et qu'on a vu un excellent film qui t'a parfaitement trituré dans tous les sens, et quand tu sors, ton corps est satisfait d'avoir reçu toutes ces pulsions et tous ces machins, et t'es tout content en sortant de la salle. Pas parce qu'il fait froid, tu dors quand tu sors, vraiment juste en sortant de la salle, t'as l'excitation du truc qui fait que t'es encore comme ça un peu en train de bouger. J'étais vraiment comme ça en sortant de la salle quand j'ai vu Dr. Sleep. J'avais tellement bien été manipulé, tellement bien été pris, tellement bien été trituré, plié et envoyé dans tous les endroits dans lesquels le film avait envie de m'envoyer que je ne pouvais pas sortir de cette séance sans me dire que non, j'avais vu un putain de bon film, quoi. Il a réussi à faire en sorte que je m'inquiète pour les personnages, il a réussi à faire en sorte que j'ai envie de voir l'histoire avancer, l'histoire progresser, il a réussi à me faire... à créer une connexion aussi avec les méchants et à les faire admirer ou craindre, je sais pas quel est le bon terme, mais le personnage de Rose the Hat, je crois que c'est une des meilleures méchantes que j'ai vues depuis très longtemps au cinéma, quoi. C'est une aura, une présence, une grâce, un côté menaçant. La performance de Rebecca Ferguson, elle est juste incroyable, quoi. Je trouve que c'est vraiment ça pourrait être l'image du croque-mitaine pour les enfants, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est l'espèce de démon qui te court après et qui se cache sous un voile un petit peu gentil et un petit peu avenant, mais qui en fait va te détruire complètement. Get out of my head! Get out! I haven't felt power like that in so long. Yes, you run, dear. And then I will find you. And you will scream for years. La scène avec le gamin, là, je par Jacob Tremblay, l'assassinat du gamin, mais elle te prend au trip, mais de façon absolument monstrueuse, notamment grâce au jeu d'acteur et au fait que la caméra se détourne jamais du truc et que c'est même encore pire parce que du coup, pendant qu'il y a cette histoire de meurtre de gamin, il y a Abra qui est donc cette autre nana et cette autre gamine avec le Shining qui ressent le meurtre à distance, et donc finalement il y a deux enfants qui sont en train de souffrir et de crier en même temps, quoi, finalement dans le même plan. Donc c'est encore plus horrible, quoi, parce que t'as vraiment quelqu'un qui est en train de, comme toi spectateur, il est en train de vivre la souffrance de ce gamin et de la retranscrire à l'écran. Donc vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement angoissant et qui t'enveloppe et qui t'emporte et qui te remplit complètement. Enfin, je trouvais que le film était absolument énorme à vivre et que c'était une expérience absolument incroyable en tant que thriller, en tant que film thriller en général, parce que film d'horreur, c'est quand même un peu limite de dire ça, mais en tant que thriller, enfin, vraiment, ça m'a retourné le bide, ça m'a foutu dans le film, ça m'a foutu en stress. C'était vraiment très bien foutu. Et puis un dernier petit truc, c'est que comme avec Looper, comme avec Akira, des trucs dans ce genre-là, j'adore les histoires de télékinésie ou d'enfants ou d'adolescents avec des pouvoirs télékinésiques qui ont du mal à les contrôler, qui peuvent foutre le bordel, etc. C'est des histoires qui sont vachement intéressantes à raconter, ça fait une métaphore vachement intéressante pour le pouvoir de la création, le pouvoir créatif en général, artistique par exemple, c'est le fait de créer avec ton esprit. C'est clair que c'était une très belle séance. Mais alors, la vraie grosse surprise est venue du numéro 1. Alors, je vais prévoir un petit peu le truc. Le film est sorti en 2019 chez nous. Il n'est pas sorti en 2019 à la base, mais il est sorti en 2019 chez nous, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon classement ici. Allons-y. Numéro 1. L'œuvre sans auteur, réalisée par Florian Henkel von Donnersmarck. Donc un film allemand qui, à l'origine, se prononce Wirk von Autor. Je crois que c'est ça, hein, Wirk von Autor. Wirk von Autor est sorti en 2 parties en France, ce qui est un truc absolument idiot, quoi. C'est totalement débile, mais parce que le film est assez long, il fait à peu près 3 heures. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont un problème avec des films qui font 3 heures, étant donné que tout le monde binge-watch ces séries quand elles sortent sur Netflix, et qu'une série ça fait 7 heures de programme. Donc je vois pas pourquoi d'un seul coup s'asseoir devant 3 heures de film, c'est pas bien. L'histoire est celle d'un jeune homme qui s'appelle Kurt,
qui a grandi sous le régime nazi, ensuite en RDA et parvient enfin à se libérer, qui au cours de ces années va évidemment devoir faire sa vie, créer sa vie, rencontrer une copine, essayer de se créer un couple, etc. Mais surtout va essayer de se découvrir en tant qu'artiste et se trouver en tant qu'artiste. Ce qui n'est pas évident quand pendant toute ton enfance tu as eu les nazis qui t'ont expliqué qu'il y avait un art officiel et un art dégénéré, créé par des gens qui étaient pas bien dans leur tête et qu'il fallait interdire de faire de l'art, parce qu'ils faisaient de l'art qui n'était pas intéressant, qui n'était pas beau, qui ne représentait pas le réel, qui ne représentait pas machin. Qu'ensuite tu as été endoctriné par la RDA et le réalisme socialisme, qui interdit de peindre quoi que ce soit d'autre que des luttes ouvrières et des gens du peuple, etc., etc., parce que tout le reste, ce serait trop bourgeois, et donc du coup ce serait pas de l'art. Et qu'ensuite, tu te libères, tu passes le mur, t'arrives à Berlin-Ouest, et d'un seul coup, tu découvres un monde qui essaye de se reconstruire péniblement, après avoir vu toutes les horreurs de la guerre qui ont été perpétrées en 39-45, qui ont causé une perte de repères absolument énorme partout, alors qu'on essaie de tout reconstruire, et donc qui a en bonne partie créé ce qu'on appelle l'art conceptuel. C'est-à-dire cette période de l'art où le concept dépassait largement l'aspect artistique et intéressant d'une œuvre. Quand t'as tout ça qui se bat autour de toi pour essayer d'ensuite comprendre ce qu'est l'art en général et ce qu'est ton art en particulier, c'est assez space. C'est principalement ça qui m'a marqué dans ce film, c'est un film sur l'art. Et c'est un des meilleurs films sur l'art que j'ai pu voir. Justement parce que ça se place dans cette période. T'as les nazis qui en gros te disent qu'il faut peindre que ce qui est noble, t'as les communistes qui te disent qu'il faut peindre que ce qui n'est pas noble, et t'as en même temps l'art conceptuel qui existe et qui se demande même qu'est-ce que c'est que l'art, comment est-ce qu'on fait des concepts en art, qu'est-ce qui rend l'art intéressant, etc., etc. Il y a même une question qui est encore plus intéressante vers la fin, qui est comment tu vends ton art. C'est-à-dire qu'est-ce que ton art dit, qu'est-ce que tu veux que ton art dise, et en même temps qu'est-ce que tu vas dire que ton art dit, simplement pour qu'on parle un peu de toi et que tu puisses justement vivre ton art, que tu puisses être un artiste, que tu puisses montrer des choses, les vendre, avoir une carrière d'artiste et donc du coup pouvoir vivre grâce à ça et exprimer ton talent, quoi. Donc comment est-ce que tu vends ton art pour essayer de le rendre commercial presque? Ce qui est intéressant quelque part, parce qu'on essaie tellement de séparer l'art et l'industrie qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans cette idée que quand même à un moment il faut que ton art fonctionne pour que tu puisses en faire quelque chose. Il y a un travail sur l'art, en général, ce qu'est l'art, etc., qui est vraiment fascinant, qui est ultra passionnant et qui est parfaitement mis en avant par le contexte dans lequel on raconte cette histoire. Et le film est très conscient qu'il est penché sur l'art et du coup essaye lui-même d'être extrêmement artistique. C'est un film qui visuellement est sublime, j'adore le travail des lumières de ce film. Il y a des scènes qui sont incroyables, qui jouent justement sur la lumière, mais vraiment cette façon d'avoir des projections de lumière qui arrivent par les fenêtres, avec certains cadres qui découpent certaines choses, et la façon de prendre certaines ombres et d'éclairer des pièces qui sont entièrement blanches, etc. Enfin, il y a un travail qui est absolument dingue sur la lumière dans tout ce film. Les couleurs, évidemment, qui sont travaillées à côté sont absolument magnifiques, et le cadre, évidemment, est sublime, quoi. C'est toujours très composé, extrêmement bien fait, enfin, c'est le meilleur plan pour raconter ce qu'on a envie de te montrer. Donc vraiment, le côté artistique du film est vraiment mis en exergue aussi bien dans son thème que dans la pratique elle-même. Mais le truc c'est qu'on a aussi le côté vie privée du personnage, et étant donné la période, ça permet d'intégrer un des plus grands fils de pute du cinéma que j'ai vu depuis Le Labyrinthe de Pan. Si vous connaissez ce film, normalement ça devrait vous parler. Alors on n'est pas dans le même type de méchant, parce que le méchant dans Le Labyrinthe de Pan est un général franquiste qui massacre des mecs avec des coups de bouteilles de vin dans la gueule, des trucs dans ce genre-là. C'est beaucoup plus insidieux dans celui-là. C'est pas un fils de pute par sa brutalité physique, mais par sa brutalité psychologique et par ce qu'il va faire vivre au personnage du film, qui est absolument dégueulasse, mais vraiment, enfin c'est parmi les choses les plus dégueulasses que j'ai vu des personnages se faire entre eux dans un film. Et donc, enfin, il est travaillé mais d'une façon absolument folle, des scènes d'une puissance extraordinaire, et je n'ai pas vu les 3 heures passer. Je sais pas si je peux vous le montrer, parce que à chaque fois ça rate, mais j'ai la chair de poule partout. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, et je crois bien que c'est la première fois que je me retrouve avec un film d'auteur en première place, mon film de l'année, c'est L'œuvre sans auteur, de Florian Henkel von Donnersmarck, un film allemand,
qui était en compétition pour les Oscars d'ailleurs. Et en fait, ça m'a super déçu quand j'ai vu le film pour le coup, parce que je devais le voir pour les Oscars, mais à l'époque, il n'était pas encore disponible. Donc je l'ai pas vu, c'était le seul film étranger que j'avais pas vu de la sélection. Mais si je l'avais vu, mais mon dieu, mais direct j'aurais voté pour ce truc-là, quoi. Bon, il aurait pas eu de statuette parce que la vie est mal faite, mais quand même, quoi, putain de merde. C'était... ça m'a retourné, ce film m'a complètement retourné. C'était vraiment génial. Donc je ne peux que vous encourager. À tout hasard, ça peut vous décider, c'est le mec qui a fait La vie des autres. Vous savez, qui était le truc justement sur cet espion, il me semble, de la RDA qui espionne les gens pour savoir ce qu'ils disent, etc. Le film était vachement bien aussi, je l'avais vu. Et il m'avait beaucoup moins marqué que celui-là, qui, mettant l'art au centre de son propos, est vraiment, enfin, ne peut que me parler, quoi, évidemment. Donc, mon film préféré de 2019, bien qu'il soit sorti en octobre 2018 en Allemagne, il est sorti en janvier, février, quelque part dans ce là en France, c'est l'œuvre sans auteur. Et je suis le premier surpris. Voilà pour ce qui est des tops, je vous remercie d'avoir suivi. On va se retrouver maintenant pour ceux qui veulent les voir avec les flops de 2019, et vraiment je vous encourage encore une fois à aller regarder les rattrapages. Et puis bien sûr, pour tous les vrais fans de la chaîne, il y aura les bilans et la vidéo sur les films qui vont sortir en 2020. A tout de suite pour ceux qui vont voir les vidéos, pour les autres, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!